Au cœur de l'esprit corrompu, le code secret du pouvoir. Salut, esprit curieux? Bienvenue dans notre laboratoire d'idées. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'audacieux, quelque chose que beaucoup pensent, mais peu osent explorer en profondeur. Nous allons démonter pièce par pièce l'esprit d'un politicien corrompu. Et non, pas pour jeter la pierre, mais pour comprendre le moteur qui anime l'un des plus grands problèmes de notre société. Je vous promets qu'après ce voyage, vous ne verrez plus jamais les informations de la même manière. Commençons par le plus évident, ce que nous voyons tous, l'argent. La corruption sent presque toujours l'argent facile, les comptes secrets et un luxe ostentatoire. C'est le désir d'accumuler des richesses, bien au-delà de tout besoin raisonnable, en utilisant un poste public comme une carte de crédit illimitée. Mais ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi le sentiment d'être au-dessus de tout et de tout le monde. Pensez à cette petite corruption quotidienne, le politicien qui contourne les embouteillages avec une escorte, qui obtient des places pour un événement complet par un simple appel, ou qui croit simplement que les règles ne s'appliquent pas à lui. C'est un traitement de faveur qui devient addictif. Et cela, croyez-moi, n'est pas nouveau. Ça vient de très très loin. Imaginez nos ancêtres dans une tribu. Le chef le plus fort ou le plus astucieux ne dirigeait pas seulement, il prenait aussi la meilleure part de la chasse et la place la plus sûre dans la caverne. Le pouvoir a toujours été lié au privilège. Ce qui a changé, c'est l'échelle et les excuses que l'on se donne pour le justifier. Donc, nous avons l'argent, les privilèges et un sentiment de supériorité. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, ce qui flotte à la surface et fait scandale dans les gros titres. La vraie question est, quel moteur secret et invisible anime cette bête sous l'eau? Voici la première grande révélation. De nombreuses études en psychologie du pouvoir pointent vers un cocktail mental connu sous le nom de triade noire. Ça sonne comme un film, mais c'est très réel. Elle se compose de 3 ingrédients. Le narcissisme, qui est un amour-propre démesuré et un besoin constant d'admiration. Le machiavélisme, qui est la tendance à manipuler et tromper les autres pour atteindre ses fins. Et la psychopathie, qui dans ce contexte signifie un manque alarmant d'empathie et de remords. Comprendre cette triade noire est un outil à double tranchant. D'une part, cela vous aide à identifier les leaders qui, bien que charismatiques et décidés, peuvent être un risque. C'est le drapeau rouge, le danger potentiel. Voyez-vous quelqu'un qui n'admet jamais une erreur, qui traite les gens comme des pions sur son échiquier et qui semble immunisé contre la souffrance d'autrui? Prudence. Mais d'autre part, cela vous permet aussi de reconnaître les versions allégées de ces traits qui peuvent parfois être utiles. Une touche de narcissisme peut donner confiance et une pincée de calcul machiavélique peut aider à naviguer des négociations complexes. La clé est de savoir où se situe la ligne entre l'ambition et la destruction. Il y a une règle invisible qui régit une grande partie de la corruption, la réciprocité. C'est un instinct humain fondamental. Si un ami vous invite à un café, vous ressentez le besoin de l'inviter la prochaine fois. En politique, ce mécanisme est perverti. Cela commence par un petit service, une attention, puis ce service est rendu par un contrat, par des informations privilégiées, par un vote clé. C'est un réseau de dettes non écrites qui piège tous ceux qui y entrent. Parlons maintenant d'un défaut de fabrication dans notre cerveau que le pouvoir exploite, la déshumanisation. Des chercheurs comme Susan Fiske ont démontré que lorsque nous percevons quelqu'un comme inférieur ou simplement comme un moyen d'atteindre une fin, notre cerveau éteint littéralement les zones responsables de l'empathie. C'est un raccourci mental. Pour y remédier, il existe une stratégie puissante, la perspective inverse. Si vous êtes un leader ou simplement en évaluant un, forcez-vous à penser activement comment cette décision affecte-t-elle la personne la plus vulnérable, ce que ressentirait cette personne. C'est un exercice mental qui réactive de force le muscle de l'empathie. Pensez aux anciennes cours royales. Il était coutume d'apporter des cadeaux au monarque pour gagner sa faveur. Ce n'était pas perçu comme un pot de vin, mais comme un signe de loyauté et de respect. Aujourd'hui, cette coutume a muté. On l'appelle lobbying, don de campagne, ou directement pot de vin. La leçon est claire. Les formes et les noms changent, mais l'instinct de vouloir acheter les faveurs des puissants reste gravé dans notre culture. Si vous assemblez toutes ces pièces, la déduction la plus importante pour la vie réelle est la suivante. Le pouvoir ne corrompt généralement pas. Il attire plutôt les personnes corruptibles et amplifie ce qui était déjà là. Par conséquent, le travail le plus important d'une société n'est pas de trouver des leaders parfaits et incorruptibles, mais de construire des systèmes, des lois et des institutions si transparents et solides qu'ils rendront la vie impossible à quiconque tentera de les corrompre. Avec cette carte, il semble que nous commencions à comprendre la logique interne de la corruption, les mécanismes, les règles, les défaillances cérébrales. Mais si vous pensiez que tout était clair, préparez-vous, car c'est ici que l'histoire devient un véritable et fascinant chaos. Voici la première grande bataille. Est-ce la faute de la personne ou du système? D'un côté, il y a ceux qui disent qu'un corrompu est une pomme pourrie et qu'il faut se concentrer sur la punition de l'individu.
Ce qui est en jeu pour eux, c'est l'idée de responsabilité individuelle. D'un autre côté, il y a ceux qui argumentent que si le panier est pourri, toutes les pommes finiront par l'être. Pour eux, ce qui est en jeu, c'est la nécessité d'une réforme structurelle profonde. C'est un débat entre la faute individuelle et la responsabilité collective. Maintenant, nous allons briser un mythe que nous aimons tant, l'idée du politicien corrompu comme un génie du mal, un méchant de film qui tire les ficelles avec une intelligence supérieure. La vérité inconfortable que de nombreuses études suggèrent est que la corruption naît souvent de la médiocrité, de la peur de ne pas être à la hauteur et du besoin de prendre des raccourcis parce qu'on n'a pas le talent pour réussir honnêtement. Pourquoi aimons-nous croire au génie maléfique? Parce que cela nous console. Il est plus facile d'accepter d'avoir été dupé par un être brillant que par un médiocre au pouvoir. Et voici un paradoxe qui va vous souffler. Souvent, les gens votent consciemment pour un politicien qu'ils savent corrompu. Le dilemme est le suivant. Il vole, mais il fait des choses. Nous préférons un corrompu efficace qui nous donne un pont ou un hôpital, plutôt qu'un politicien honnête que nous percevons comme inefficace. C'est un pacte terrible avec le diable, où nous sacrifions l'éthique à long terme pour un bénéfice tangible à court terme. Maintenant, adoptons un regard critique. Nous acceptons comme normal que les grandes entreprises financent les campagnes des politiciens. Nous appelons cela démocratie, mais éthiquement, n'est-ce pas le germe de la corruption? N'est-ce pas un système où le pouvoir politique n'est déjà redevable au pouvoir économique? C'est quelque chose que nous avons normalisé, mais si vous le regardez froidement, c'est une contradiction fondamentale d'un système qui est censé représenter tout le monde de manière égale. Ce débat a d'ailleurs évolué avec le temps. Il y a des siècles, la corruption était presque considérée comme un droit du gouvernant. Aujourd'hui, grâce à la presse et à l'idée de souveraineté populaire, c'est le plus grand des scandales. Autrefois, le débat était de savoir si le roi avait le droit de s'enrichir. Aujourd'hui, le débat est de savoir si un don de campagne de 10 000 $ est une forme subtile de pot de vin. Notre sensibilité à la corruption a considérablement augmenté. Tout cela nous relie à un problème fondamental de la condition humaine, notre difficulté à penser à long terme. La corruption est, en essence, un bénéfice immédiat pour quelques-uns, au détriment d'un dommage énorme et à long terme pour tous. Et en tant qu'espèce, nous sommes terriblement mauvais pour traiter cet échange. Nous avons du mal à sacrifier le maintenant pour un demain meilleur, et le corrompu est simplement le maître dans l'exploitation de cette faiblesse. Comme vous le voyez, la réalité est un enchevêtrement de contradictions, de mythes et de dilemmes éthiques. Il n'y a pas de réponse facile. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de nous immerger encore plus, de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Voici un fait que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide. Les psychologues distinguent deux types d'empathie, l'empathie affective et l'empathie cognitive. L'empathie affective, c'est ressentir la douleur de l'autre. La cognitive, c'est comprendre ce que l'autre pense ou ressent afin de pouvoir prédire ses mouvements. Beaucoup de leaders corrompus et manipulateurs ont une empathie affective très faible, mais une empathie cognitive très élevée. Ils ne ressentent pas votre douleur, mais la comprennent parfaitement et l'utilisent pour mieux vous manipuler. Des chercheurs comme Dasher Keltner de l'université de Berkeley ont découvert que le pouvoir peut littéralement modifier le fonctionnement du cerveau. Imaginez que votre cerveau est une voiture. Le pouvoir agit comme si vous appuyiez sur l'accélérateur de l'égocentrisme et, en même temps, coupions les freins de l'empathie et de la conscience du risque. Ce n'est pas qu'ils décident d'être imprudents, c'est que leur cerveau cesse de leur envoyer les signaux d'avertissement que le reste d'entre nous recevons constamment. Parlons d'un héros secret de cette histoire, Robert Klitgaard. C'est un économiste qui, dans les années 80, a formulé l'équation de la corruption. D'une simplicité élégante, la corruption est égale à monopole plus discrétionnalité moins transparence. C'est-à-dire, si quelqu'un a le monopole sur un service, a le pouvoir de décider, discrétionnalité, et que personne ne le surveille, manque de transparence, la corruption est presque inévitable. Il nous a donné une carte pour savoir exactement où chercher et quoi réparer. Il existe une théorie rebelle, très peu conventionnelle, qui dit que dans des systèmes extrêmement défectueux et inefficaces, une petite corruption peut agir comme un lubrifiant qui fait fonctionner les choses. Pensez-y. Pour obtenir un permis, il faut 3 ans de bureaucratie. Une petite incitation peut le résoudre en une semaine. Cela ne le justifie pas, mais offre une perspective troublante. Parfois, la corruption n'est pas le problème, mais un symptôme d'un problème bien plus grand, comme un État défaillant. Et voici un détail qui va à l'encontre de notre intuition. On pourrait penser que la peur d'être découvert et puni est le plus grand frein à la corruption. Mais plusieurs études en économie comportementale suggèrent que ce n'est pas le cas. Le plus grand frein est la norme sociale du cercle proche. Si un politicien est entouré de gens qui considèrent la corruption comme normale et acceptable, le risque d'aller en prison lui paraîtra lointain et abstrait. La pression de son groupe est plus forte. Et maintenant, le moment Eureka, qui relie tout. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la triade noire et comment le pouvoir affecte le cerveau? Eh bien, combinez les deux.
Une personne avec des traits narcissiques recherchera le pouvoir avec plus d'acharnement. Une fois obtenu, ce même pouvoir atrophie sa capacité d'empathie, renforçant ses pires tendances. C'est un cercle vicieux parfait. Le trait recherche le pouvoir, et le pouvoir magnifie le trait, et une spirale descendante. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus nette et puissante. Ce n'est plus une caricature d'un homme avec une mallette. C'est une danse complexe entre la psychologie, la biologie et le système. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière, vers ce que nous ne savons pas encore? Regardons 100 ans dans le futur. Comment cela pourrait-il évoluer? Peut-être qu'avec des technologies comme la blockchain ou chaîne de blocs, toutes les dépenses gouvernementales pourraient être 100% transparentes et inaltérables. Ou peut-être utiliserons-nous l'intelligence artificielle pour auditer et détecter des modèles de corruption en temps réel avant que le mal ne soit fait. La technologie pourrait être notre meilleur allié. Mais ici, la science se heurte à un mur et la philosophie prend le relais. Nous pouvons analyser le cerveau, le comportement, le système, mais pouvons-nous répondre à la question fondamentale? La décision d'être corrompu est-elle un simple calcul risque-bénéfice ou est-ce une faillite morale, un choix du mal, si l'on peut dire? Où s'arrête la neuroscience et où commence l'âme? Cela a une implication philosophique vertigineuse. Si la corruption est, en partie, un sous-produit prévisible de la façon dont le pouvoir affecte le cerveau, jusqu'à quel point un corrompu est-il pleinement responsable de ses actes? Non pas pour l'exonérer, mais pour le comprendre. Cela défie nos idées sur le libre arbitre et la culpabilité, et nous oblige à nous demander si notre système de justice est préparé à ces complexités. Relier cela à l'avenir de l'humanité est essentiel. Des problèmes comme le changement climatique, les pandémies ou les inégalités mondiales nécessitent une coopération et une confiance sans précédent. La corruption, et c'est l'acide qui dissout cette confiance. Par conséquent, comprendre et combattre l'esprit corrompu n'est pas seulement une question d'éthique ou d'argent, cela pourrait être littéralement la clé de notre survie en tant qu'espèce. Et voici la dernière idée, la plus provocante. Peut-être que la corruption n'est pas une anomalie du système. Peut-être que la corruption est un système en soi, une forme alternative et obscure d'ordre social avec ses propres règles, hiérarchies et logiques. Et peut-être que nous ne luttons pas contre le chaos, mais contre un autre type d'ordre. Le voyage a été intense. Nous sommes descendus dans les profondeurs de la psyché humaine et en sommes revenus. Il est maintenant temps de reprendre son souffle et de contempler l'incroyable panorama complet que nous avons découvert. Au début de cette vidéo, nous avons parlé de l'image simple d'un politicien corrompu, quelqu'un obsédé par l'argent et les privilèges, une image plate, presque caricaturale. Et maintenant, regardez où nous en sommes. Nous voyons une interaction complexe entre les traits de personnalité de la triade noire, un cerveau littéralement altéré par le pouvoir, des règles sociales invisibles, des paradoxes éthiques et des dilemmes philosophiques sur l'avenir de l'humanité. Nous sommes passés d'une photo en noir et blanc à un univers en 3 dimensions. C'est la beauté de regarder au-delà de la surface. Maintenant, je vous pose la question. De tout ce voyage dans l'esprit corrompu, quelle idée, quel concept, quelle révélation vous a le plus marqué et a changé votre façon de penser? Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette exploration si profonde et parfois inconfortable. Laissez-moi votre réponse dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réflexions. Si ces voyages qui défient ce que nous pensons savoir vous fascinent, abonnez-vous et activez la cloche, car notre prochaine aventure mentale est au coin de la rue. D'ici là, continuez à questionner, continuez à explorer et ne cessez jamais de nourrir votre esprit curieux. Le pouvoir révèle. Que révélerait-il de vous ?